L'Ondine du Crevon et son officier. 4e partie. Relations secrètes à haut risque. Tiraillée entre devoir et amour. Emma, automne 1943. Les attentats et sabotages ne cessent pas. Le 4 septembre, le lendemain de la capitulation de l'Italie, la rive gauche est bombardée par les Alliés. Les dégâts sont énormes et les victimes nombreuses. Les 50 blessés graves sont acheminés à l'hospice alors que je suis de garde. 2 meurent plusieurs jours plus tard. Les bombardements recommencent dans la nuit du 5 au 6 sur les ateliers Boudicom, visant les ateliers de réparation des locomotives et les maisons voisines à Sotteville. Le 18, 2 jours après l'attaque de l'aérodrome de Beaumont-le-Roger, 2 vagues de bombardiers arrosent de nouveau la rive gauche et Sotteville, avec leur lot de morts et de blessés. Par 2 fois ensuite, des bâtiments abritant des états-majors allemands sont mitraillés par des avions maraudeurs, faisant aussi quelques victimes collatérales. Le mois d'octobre commence de la même façon. Cette fois, c'est la gare du Nord, le poste flag de la côte Sainte-Catherine et la gare rue Verte, rive droite, qui sont touchés. Si les Mosquitos et autres avions de la RAF piquent vers le but à atteindre, les grosses forteresses volantes des Américains jettent leurs bombes de haut et au hasard. Les opérations de sabotage fonctionnent à plein rendement dans tout le département, visant toujours les voies ferrées et les convois ferroviaires de soldats ou de matériel allemand, mais aussi les usines comme la Compagnie des métaux à Desvilles, des stocks de foin. Des attaques à la grenade ont lieu contre des soldats et officiers allemands, la plus importante étant celle commise à la sortie du Cinédi, un cinéma réservé aux troupes d'occupation, le 31 octobre. En ce début novembre, les forteresses volantes passent toujours, mais ne larguent rien sur l'agglomération. Elles passent haut, se dirigeant vers l'Allemagne. Partout, les Allemands se sentent traqués, et j'ai peur pour Friedrich. Les réunions de notre groupe se tiennent généralement dans la cave de Jojo, un ancien de 14-18, résistant de la première heure, toujours bourru. « Tu pourrais faire un effort, Victoire », lance Jojo en se laissant tomber sur sa chaise, qui, vu son poids, va finir par lâcher. Le sexagénaire pèse bien plus du quintal, malgré sa petite taille, vu son énorme ventre qui passe par-dessus la ceinture de son pantalon. « Il en pince pour toi, ce boche. Tu ne vas pas nous faire un pataquès pour un coup de quéquette. Tu pourrais en tirer tout ce que tu veux. C'est pour la bonne cause, merde. » « Laisse la gosse tranquille, Jojo, dit Florentine, alias Micheline. On peut trouver une autre solution. » Son mari acquiesce. Mais d'autres résistants pensent qu'en temps de guerre, on peut sacrifier n'importe quoi et n'importe qui pour la cause. Le couple est assis dans un coin de la cave humide où ont lieu nos réunions. Heureusement, celles-ci sont rares car la présence régulière d'une vingtaine de personnes dans cet endroit interrogerait le voisinage. Les odeurs mêlées de cigarettes, d'alcool, de parfums me donnent la migraine. Par chance, il fait frais dans la pièce, sinon j'aurais le tournis. « Trouver une autre solution ? Comment ça ?» hurle Jojo. « Les Boches adorent baiser les petites Françaises, moins coincées du cul que leur Gretchen. En plus de ça, ils ont tendance à s'épancher facilement sur l'oreiller. » Je ne bouge pas d'un pouce devant la colère de Jojo. Comme tous, je sais qu'il hait profondément l'occupant. Il a fait la Grande Guerre, et la résistance représente beaucoup pour lui, et il est prêt à tout. La plupart obéissent aux ordres sans se poser de questions. Seuls quelques-uns réagissent à ce qui leur paraît injuste ou approprié, comme il se doit quand on veut fonctionner démocratiquement. Jojo agit parfois comme un dictateur, comme le cinglé à moustache carrée ainsi qu'il appelle Adolphe. « Moi, je veux bien me charger de ce boche, dit une voix venant de la porte, dans la direction de laquelle je tourne la tête. La fille du Lutetia. La clope au bec, elle contourne la table autour de laquelle certains d'entre nous sont assis. « Il est beau gosse, ce serait même une partie de plaisir pour moi, ajoute-t-elle. Je sens mon sang ne faire qu'un tour. Il n'est pas question que cette fille tourne autour de Friedrich. Je ne le supporterai pas. Inutile. Je peux le faire, dis-je précipitamment. Il n'aime pas les brunes de toute façon. J'aime mieux ça, réplique Jojo d'un ton adouci. C'est un gradé qui travaille à la Commandant Tour comme traducteur-interprète,
Et il a sûrement accès à des informations importantes pour le réseau, commente Félix. Je suis ébahi. Il serait capable de me vendre, comme un sac de pommes de terre au marché noir. Vous me prenez pour une prostituée, fais-je énervé, le rouge aux joues. Techniquement, une prostituée le fait contre de l'argent. Ce n'est pas pareil. En effet, ça fait vraiment toute la différence, dis-je en colère. Je fulmine. En entrant dans la résistance, je signais pour aider à l'évasion des personnes recherchées, transporter des messages, des faux papiers, mais pas pour écarter les cuisses. Bien entendu, je ne leur ai pas dit que Friedrich et moi sommes amants depuis quelque temps. Mais il est hors de question que je le mêle à mes activités en lui extorquant des informations. Je ne veux pas le mettre en danger. Que tous ceux qui sont d'accord pour que Victoire tire les vers du nez de son officier, levez la main, s'écrie Jojo. Les 3/4 sont pour. J'ai envie de vomir. Ces salauds ont décidé de me vendre. Ils ne savent pas que mon corps appartient déjà à ce Bosch qu'ils veulent exploiter. Ils auraient également voté pour, si le Bosch en question avait été quelqu'un d'autre. C'est le principe qui me met en rogne. Je n'ai que 2 options maintenant, jouer leur jeu ou disparaître. La réunion est terminée. La brune se rapproche de moi. Je peux te donner quelques conseils pour séduire ton bel officier, ma belle. Ne cède pas trop facilement. Les hommes comme lui aiment les femmes de caractère ou qui conservent un peu de mystère. Ça émoustille leur esprit conquérant. Évite les sujets qui fâchent et reste positive. Sois la plus naturelle possible, mais toujours bien coiffée et habillée. Surtout, laisse-lui croire que c'est lui qui a le contrôle, même si c'est faux. Le mensonge est utile dans ces cas-là. Montre-toi différente des autres. C'est une blague. On dirait une recette de cuisine. C'est un peu comme ça que ça marche. Je peux te donner la recette de la choucroute si tu veux. Ça devrait lui plaire. Très malin, rétorquai-je sardonique. Écoute-moi bien, Victoire. Tu ne t'en sors pas si mal. Je sais que von Richter te plaît. Tu préférerais te faire sauter par plusieurs boches à la fois comme moi? Jouer les taupes, près des hauts gradés, dit-elle en haussant le ton. À moins que tu ne veuilles crever les pneus des bagnoles des boches ou couper des lignes téléphoniques comme Félix. Je réfrène mon envie de gifler cette garce. Je dissimule ma rage. Si les camarades croient pouvoir m'imposer de soutirer des renseignements en couchant avec Friedrich, ils se fourrent le doigt dans l'œil. La semaine suivante, j'ai une mission. En ce moment, les miennes sont un peu plus espacées, contrairement à ceux qui récupèrent les caisses parachutées ou qui préparent des sabotages. Ça m'arrange de ne pas vivre dans une angoisse permanente. Respire lentement. Marche normalement, visage impassible. Tout va bien se passer, me répète ma voix intérieure. Avec mon panier en osier sur le bras, on dirait que je reviens de faire mes courses, chose qui devient de plus en plus compliquée. Par chance, mon organisation me permet d'avoir quelques tickets de rationnement supplémentaires. Et Friedrich nous ramène aussi des aliments de la coopérative pour soldats installée dans le magasin La Fiancée, rue Rollon. En réalité, mon panier ne contient que des vêtements et 3 livres destinés à la Croix-Rouge. Mais l'essentiel est dissimulé dans le 3e livre, celui du dessous, qui est en fait un faux livre dont les pages ont été creusées pour y dissimuler un paquet. Le point de rendez-vous se trouve dans une petite rue tranquille, à l'abri des regards indiscrets. Michel est censé m'y retrouver. Tout est prévu comme au théâtre, et ma participation à la troupe de Raoul m'est très utile. La scène, les dialogues doivent être maîtrisés. Je regarde brièvement ma montre. C'est bon, je suis dans les temps. Pourtant, mon rythme cardiaque s'affole. J'aperçois Michel, à l'entrée de la rue du Rempart Bouvreuil. Il a l'air tranquille, vêtu simplement. Le genre passe-partout, discret, poli. Au croisement, où le camion du garage Philippon nous cache, je fais semblant de perdre l'équilibre lorsque nous nous croisons. Michel me rattrape pour m'éviter une chute. Le garçon, avec rapidité, fait glisser le faux livre jusque dans sa sacoche. 3 petites secondes ont suffi. Mais la peur me noue toujours les entrailles. Tout risque n'est pas écarté. D'autant que nous ne sommes pas très loin du siège de la Gestapo, rue du Donjon. Excusez-moi, monsieur, je ne faisais pas attention où j'allais. Ce n'est pas grave, ce fut un plaisir d'aider une si jolie demoiselle.
Toutes ces paroles ne sont destinées qu'à limiter les risques. Il peut toujours y avoir des oreilles indiscrètes qui pourraient nous trahir, malgré les précautions prises comme le choix stratégique de la rue, le camion. Je suis depuis peu à Rouen et je cherche la Croix-Rouge, rue Orbe. On m'a dit que c'était par ici, mais je crains de m'être égaré. Sur ce, le garçon m'indique le chemin avec beaucoup de naturel, et je le remercie. Je fais demi-tour, tourne à gauche dans la rue du Cordier. Emma, Emma. Je m'arrête net en entendant cette voix, celle de Friedrich. La crise cardiaque me guette, j'ai le souffle coupé. Ne laisse rien paraître, Emma, me dis-je. Respire. Je ferme les yeux l'espace d'une seconde et je me retourne pour me retrouver face à son visage souriant. Friedrich ? Je ne pensais pas te voir ici ce matin, Schatz, dit-il en descendant de sa voiture, conduite par Hans. Je suis passé voir mon amie Thérèse. Elle avait des vêtements pour la Croix-Rouge et des livres. Je vais les déposer en passant rue Orbe, annonçai-je avec l'air le plus désinvolte possible. L'exercice est difficile tant j'ai honte de lui mentir. Je ne te retarde pas. Si tu savais comme j'ai envie de t'embrasser, me dit-il tout bas. Moi aussi. Mais nous devons attendre ce soir. Ne rentre pas trop tard. Je t'aime, lui murmurai-je. Je le regarde rejoindre sa voiture au coin de la rue Beauvoisine. Il me fait signe de la main et un clin d'œil avant de s'y engouffrer. Friedrich, novembre 1943. Mon rendez-vous au tribunal militaire, rue Jeanne d'Arc, n'a pas été très long. Comme toujours, le colonel von Zistzewitz était pressé. Le plus désagréable était de se retrouver en présence de Rasch, de la Schutzstaffel, et Kurt, le préfet allemand, chef de la Gestapo. Ces deux-là font la paire. Libéré à 12h30, je décide d'aller déjeuner à la brasserie Paul, devenue Soldatenheim avec Hans. Il m'attend dans la voiture garée rue du Donjon. La circulation est fluide à cette heure. Nous venons de parcourir à peine 200 mètres lorsque nous sommes bloqués par le véhicule de devant, juste après l'embranchement avec la rue de la Glacière et la rue Bouvreuil. Mes yeux sont attirés par une chevelure blonde à l'entrée d'une petite rue. La jeune femme a failli tomber et un homme la retient par le bras. Je le vois récupérer en douce quelque chose dans le panier de la jeune femme. Le geste ne peut m'échapper. Nous sommes arrêtés à 30 mètres d'eux. Ils discutent tous les deux et l'homme semble indiquer un trajet à suivre. Puis leurs routes se séparent. L'homme se dirige vers nous et la jeune femme prend la direction opposée. Mais j'ai eu le temps de reconnaître Emma. Je sors de la voiture à toute vitesse et demande à Hans de me récupérer à l'angle de la rue du Cordier et de la rue Beauvoisine. Cette scène avec cet homme m'a intriguée. Emma, Emma. Elle stoppe d'un coup net et se retourne. Je crois son regard bleu intense, plein de surprise, avant qu'elle prononce mon prénom. Je ne pensais pas te voir ici ce midi, Schatz. Je suis passée voir mon amie Thérèse. Elle avait des vêtements pour la Croix-Rouge et des livres. Je vais les déposer en passant rue Orbe, déclare-t-elle. Il me semble me rappeler de cette Thérèse, dont elle m'a déjà parlé, mais de mémoire, elle habite du côté des Halles. Le trajet le plus direct vers la rue Orbe ne passe pas par la rue du Cordier. Je ne te retarde pas. Si tu savais comme j'ai envie de t'embrasser, lui murmurai-je. Moi aussi. Mais nous devons attendre ce soir. Ne rentre pas trop tard. Je t'aime, réplique-t-elle tout aussi bas. Je rejoins Hans qui m'attend comme prévu et je gratifie Emma d'un signe de la main et d'un clin d'œil avant de monter en voiture. Mon intuition me dit qu'elle me cache quelque chose. S'il s'agit de quelque chose de compromettant, je le saurai très vite. Je rentre assez tôt comme elle me l'a demandé. De toute façon, c'était mon intention. Je savais qu'elle était en repos et je veux profiter de la moindre minute avec elle dès que c'est possible. Elle se jette à mon cou dès mon arrivée et je l'enlace pour un baiser passionné. Puis elle se libère pour préparer le repas que nous prenons en commun, quelquefois aussi avec Hans quand il n'est pas en goguette avec sa dulcinée. Mais ce soir, nous sommes seuls pour dîner. Je l'observe manger son potage. Ma petite Française ne me dit pas tout. Résistante ? C'est possible. Elle ne cesse de me mettre en garde tant elle a peur que je sois victime d'un attentat.
Si tel est le cas, quel rôle joue-t-elle dans la résistance? Je ne vais pas la brusquer, mais je veux savoir. Je finis mon assiette. Emma a préparé une tarte aux pommes pour notre dessert. Elle sait que j'aime ça. Je l'attrape au vol par la taille pour l'asseoir sur mes genoux. Ses doigts glissent dans mes cheveux qu'elle ébouriffe. Elle trouve que je fais moins allemand ainsi, plus canaille, dit-elle en riant. Je plonge mon regard dans le sien, et son visage penché au-dessus du mien. Ses yeux si bleus m'hypnotisent, et ses lèvres m'attirent. Incapable de lui résister, je passe une main derrière sa nuque pour un long baiser. J'ai envie d'elle, de la déshabiller sur le champ. Je la dépose sur le sol, et je me lève, prêt à l'entraîner vers la chambre. Nos langues se mêlent, mes mains qui avaient enlacé sa taille montent à sa poitrine, déboutonnent le haut de sa robe et en font glisser le haut. Je saisis un de ses seins au creux de ma main, et je fais glisser mon pouce sur son mamelon dressé. Emma manque de me mordre la lèvre. Lâchant sa bouche, je dépose une kyrielle de baisers sur sa mâchoire, son cou, ses épaules, puis plus bas. Je lèche son téton. Elle roucoule de plaisir quand je referme mes lèvres sur le bouton sensible et quand je le fais rouler sous ma langue. Je sens son corps frissonner. Ses tétons se durcir encore et je reprends mes caresses de plus belle. Les doigts d'Emma s'activent autour des boutons de ma chemise et tentent de me retirer ma ceinture. En vain, tant ses mains tremblent. La droite glisse plus bas et caresse mon érection plus que visible sous mon pantalon. Elle saisit mon membre à travers le tissu, de haut en bas, et je laisse échapper un gémissement contre sa peau brûlante, ce qui l'électrise. « Embrasse-moi » souffle-t-elle. J'obtempère, ouvre la bouche et cherche sa langue. Du bout des doigts, Emma vient à bout de ma braguette et glisse avec délice sa main contre ma verge raide et chaude. Elle fait glisser sous son pouce la perle de liquide visqueux qui suinte déjà à l'extrémité de mon membre tendu, en apprécie la taille et la douce texture. Sans interrompre mes baisers, je l'attrape par les hanches, la soulève et l'assieds sur la table. Je retrousse sa robe au-dessus de ses cuisses. Emma écarte instinctivement les jambes et les noue autour de moi. Je l'embrasse frénétiquement, passionnément. Elle gémit en basculant le bassin pour mieux sentir le frottement exquis de nos deux sexes. Je dois la lâcher pour lui ôter sa culotte avec des gestes fébriles. Emma tressaille lorsque je pose la main sur son mont de Vénus contre sa toison dorée. C'est doux, trempé pour moi. Et du pouce, je cherche dans les replis de son sexe le tendre petit bourgeon dissimulé dessous. Elle pousse un cri quand je le trouve et écarte davantage les cuisses pour laisser passer ce doigt inquisiteur. J'ai envie de la lécher, de la goûter, mais sentant les pulsations de sa vulve, je décide de reporter mon exploration à un moment ultérieur. Je saisis ma verge pour la guider pendant qu'Emma bascule son bassin, et d'une seule poussée, je suis en elle. Nous gémissons à l'unisson. Je sens le vagin brûlant, humide et doux d'Emma autour de mon membre, et c'est divin. Elle est étroite, et je sens les parois de son sexe se dilater progressivement. Si je ne reprends pas mes esprits immédiatement, je vais jouir en quelques secondes. Ma chérie est magnifique, les pupilles dilatées, les cheveux en bataille, ses bras à mon cou et ses cuisses autour de ma taille. Je la maintiens sous les fesses des deux mains, et les doigts serrés contre ses hanches, et je commence à aller et venir en elle, qui penche la tête en arrière, poussant de petits cris au rythme de mes coups de boutoir. Elle les seins dénudés, les cuisses relevées, Emma s'abandonne totalement au plaisir que je lui procure. Je suis dans le même état qu'elle, et je respire rapidement et bruyamment contre sa bouche. Elle accompagne le mouvement, et chaque frottement est merveilleux. Le plaisir monte au rythme que j'impulse à mes va-et-vient, dont je varie la profondeur et la vigueur. Je ne vais pas tarder à perdre le contrôle. Je ferme les yeux, une mèche de cheveux dans les yeux et la bouche entr'ouverte. Emma, Le gémissement rauque que je laisse échapper, alors que je me retire soudainement, surprend Emma qui crie, saisie par le vide que je laisse derrière moi.
Je saisis mon pénis dur et luisant, et en quelques mouvements, je jouis dans ma main en jet blanchâtre qui éclabousse la table. Nous demeurons immobiles un instant, laissant nos cœurs affolés ralentir. Nous réalisons où nous sommes. Lentement, Emma se tourne vers moi pour un long baiser. Je savoure ce moment, les yeux fermés. Nous sentons la sueur et le sperme. Bon sang, j'ai encore envie d'elle. Nous achevons de nous dévêtir mutuellement dans la cuisine. Elle me saute dessus en roulant de nouveau ses jambes autour de mon bassin, ses mains rejoignant ma nuque. Je plaque mes lèvres contre les siennes. Nos bouches se cherchent et nos langues se mêlent en une nouvelle danse langoureuse. Puis elle se détache de moi et court vers la chambre me faisant signe de la suivre, espiègle. Je lui emboîte le pas avant de l'attraper par la taille, ce qui la fait éclater de rire. Puis elle m'attire à elle pour reprendre nos baisers brûlants. Sous la caresse de ses mains, une agréable chaleur envahit de nouveau mon bas-ventre et ne fait que s'intensifier. Entre deux baisers, nous basculons sur le lit et je me positionne au-dessus d'elle, entre ses cuisses. Elle soupire de désir. La tête d'Emma repose sur mon torse. La scène que j'ai vue l'après-midi me trotte toujours dans la tête. J'ai besoin de savoir. Schatz, lorsque nous nous sommes vus ce midi, tu m'as dit venir de chez ton amie Thérèse. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Elle a déménagé, interrogeai-je. Emma relève la tête et me regarde droit dans les yeux, légèrement troublée. C'est un interrogatoire, Oberleutnant? Je ne réponds pas tout de suite. Si elle savait. Qu'elle soit résistante ne change rien à ce que j'éprouve pour elle. En effet, finis-je par articuler, car dans mon souvenir, elle habite du côté des Halles. Et je t'ai vu avec ce type. Il a subtilisé quelque chose dans ton panier. J'ai besoin de savoir, Emma. Savoir quoi et dans quel but? S'écrie-t-elle manifestement tendue. Qu'a-t-il pris dans ton panier? Je vois mon amante froncer les sourcils. Pas vraiment inquiète, mais plutôt perplexe. Que se passe-t-il dans sa tête? Des papiers, répond-elle finalement. Tu veux dire des faux papiers? Elle baisse la tête un instant, puis la relève, me fixant une lueur de défi dans ses yeux bleus intenses. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Me dénoncer? Je le devrais, en effet, mais je n'en ai pas envie. Depuis quand es-tu dans la résistance? Bien avant de te connaître, torque-t-elle, depuis l'automne 1941. J'ai intégré une filière qui aide les juifs, les aviateurs abattus, des réfractaires au STO à fuir, en leur fournissant des faux papiers, des vêtements civils pour les aviateurs, et une cache en attendant de pouvoir les exfiltrer. Un soupir de soulagement m'échappe. Au moins, elle ne participe pas à des actes de sabotage. Mais ils savent pour nous deux, ajoute-t-elle. Enfin, disons qu'ils savent que nous nous sommes rencontrés et un agent nous a vus au Lutetia. Et ils m'ont demandé de te séduire, de coucher avec toi pour te soutirer des informations. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Non, ce n'est pas possible. Alors c'est pour ça que tu as couché avec moi? Depuis tout ce temps, tu joues la comédie? M'écriai-je blessée au plus profond de moi. Je dois être très pâle, et mes yeux doivent exprimer le chagrin que je ressens à cet instant, car elle réagit aussitôt. Non, Friedrich, je n'ai jamais joué la comédie avec toi. Quand ils m'ont fait cette demande, nous avions déjà fait l'amour des dizaines de fois. Ils ont demandé ça il y a un peu plus d'une semaine. Et j'ai refusé d'obéir à leurs exigences. Parce que je t'aime, Friedrich. Je ne t'ai jamais menti à ce propos. Mes yeux ancrés dans les siens, je peux lire à la fois de la tristesse et de l'inquiétude. Puis elle enfouit son visage dans mon cou, et je la sens me serrer à m'étouffer, si elle en avait vraiment la force. Je t'aime. J'espère que tu me crois, hoquette-t-elle avant de relever de nouveau la tête. Oui, je te crois, m'entends-je répondre. Mais ton refus d'obéir n'a pas dû leur convenir, j'imagine. Elle sourit tristement avant de poursuivre. Tu imagines bien. Mais une autre femme s'est proposée pour te séduire
et coucher avec toi à ma place. Je hausse les sourcils, étonné. Elle te trouve très beau gosse. Elle a même précisé que ce serait une partie de plaisir pour elle. Intéressant. Je dois donc m'attendre à être abordée par une autre femme que toi sous peu? Tu fais bien de me prévenir, déclarai-je un peu moqueur. J'espère qu'elle est jolie au moins. Emma devient blême en m'entendant. C'est hors de question, rugit-elle brusquement. Quand elle a dit ça, j'ai vu rouge. Je ne supporterai pas de te voir avec une autre. Alors, j'ai promis que je ferais ce qu'il demande. Coucher avec toi et te soutirer des informations. Maintenant, je suis coincée. Je sursaute, ahuri par sa déclaration, mais aussi rassurée. Mon Emma est jalouse. Ceci dit, je le savais déjà depuis sa scène au Lutetia. Elle tient à moi, c'est déjà ça. Tu peux toujours essayer de me soutirer des informations, mais tu n'es pas obligé de réussir, aimai-je. C'est ça. Je vais leur faire avaler que tu es incorruptible. Exactement. L'Eliot Ness de la Wehrmacht. C'est tout à fait moi, fais-je en roulant sur elle. Enfin, elle se détend un peu. Et surtout, tu vas leur donner des informations, ajoutai-je. Hein? Quoi? Tu veux me refiler des renseignements? Oh, ne te réjouis pas trop vite. Tu n'obtiendras pas de moi les plans d'invasion de l'Angleterre ou quelque chose du genre. Le type d'informations que je jugerais bon de te donner ne doivent pas risquer d'entraîner la mort de qui que ce soit, allemand ou français. Ça me va, se réjouit-elle de ma bonne volonté. C'est donnant-donnant, Schatz. Je te fournis 2 ou 3 renseignements, et ensuite tu leur dis que tu arrêtes de jouer aux espionnes. J'aimerais même que tu arrêtes de jouer les messagères. Ça devient trop risqué. Avec tous les sabotages et les attentats, la Gestapo est sur les dents. J'espère qu'elle va adhérer à mon petit chantage. Je ne sais pas encore quel type de renseignements je vais lui fournir, mais je vais y réfléchir. Je l'observe attentivement, attendant sa réponse. D'accord, dit-elle. Quelques informations et je leur dis stop. Elle n'a pas vraiment l'intention de tout arrêter. J'en suis quasi certain. Je vais devoir être vigilant. Si quelque chose t'arrivait, je ne me le pardonnerai pas, Emma. Comprends bien que je veux juste te protéger. En guise de remerciement, elle plaque ses lèvres contre les miennes. Le lendemain, dans mon bureau, comme d'habitude, je retrouve un tas de paperasses. Je m'attelle à ma tâche, qui consiste à lire les courriers adressés à mon service, de répondre à ceux qui le nécessitent, en français ou en allemand, selon les cas. Je suis plongée dans mes pensées. D'un côté, rassurée par les nouvelles de mon frère, que m'ont donné mes parents, maintenant je m'inquiète pour Emma. C'est mon assistante, une souris grise, qui me sort de mes songes en entrant pour me proposer un café. C'est gentil à vous, Helga, je veux bien, si ça ne vous dérange pas. Elle opine du chef et quitte le bureau comme elle est venue. Je replonge dans ma paperasse. Quelques minutes plus tard, j'entends des talons claquer sur le parquet ciré. Helga réapparaît avec ma tasse de café et une nouvelle pile de lettres sous le bras. Elle pose la tasse sur mon bureau et me tend les lettres. Je la remercie et elle fait demi-tour pour retourner vaquer à ses propres tâches. J'ouvre les enveloppes qu'elle vient de me remettre. Rien de bien nouveau. Bulletin de salaire, lettre de dénonciation, demande d'Ausweis. Tiens, demande d'Ausweis. Voilà quelque chose qui pourrait être intéressant à proposer à Emma. Des vrais Ausweis pour ses protégés à exfiltrer. C'est une idée à creuser. En poursuivant le tri de mon courrier, je tombe sur une lettre accompagnée d'une liste. D'habitude, ce sont plutôt des listes de résistants ou de juifs. Mais il s'agit d'une liste d'œuvres d'art. Très intéressant. La lettre précise une liste d'œuvres cherchées par le service Helmut von Hummel, l'assistant personnel de Martin Bormann. J'ai entendu parler d'un inventaire d'œuvres que le Führer veut absolument rapatrier en Allemagne. Des tableaux, des sculptures, des livres anciens. Beaucoup de ces œuvres appartenaient à des juifs, d'autres à des musées en France, aux Pays-Bas ou ailleurs. Moi qui suis attachée à la France, je refuse que des œuvres comme certaines de la liste que j'ai entre les mains quittent le pays.
Non seulement je peux offrir un renseignement intéressant à Emma, et je fais quelque chose qui correspond à mes valeurs. Emma, novembre 1943. Depuis la dernière réunion dans la cave de Jojo, j'ai fourni au groupe la liste d'œuvres d'art que les Allemands veulent voler à la France pour les emmener en Allemagne. Jojo ne voyait pas trop l'intérêt de s'occuper de ce genre de choses au départ. L'art n'est pas franchement sa tasse de thé. Mais fort heureusement, Félix et un autre membre du groupe ont compris où je voulais en venir. Les arguments de Friedrich m'avaient convaincu et je les ai utilisés pour ouvrir les yeux de mes camarades résistants. La feuille que je leur ai remise liste un certain nombre d'œuvres volées aux Juifs et il est important de la sauvegarder pour espérer les rendre un jour à leurs propriétaires légitimes. Celles-ci, nous ne pouvons pas les empêcher de partir en Allemagne. Elles sont déjà entre leurs mains et nous ne savons pas où. Mais il y a aussi quelques œuvres qui se trouvent encore dans nos musées. Celles-là, il faut les subtiliser pour éviter leur transfert outre-Rhin. Jojo coince une cigarette entre ses lèvres, l'allume et tire une bouffée avant de me rejeter la fumée sous le nez. Mouais. Les Boches n'ont pas le droit de voler la France. Je vais faire remonter l'information. Bien travaillé, Victoire. Autre chose? Oui. Von Richter est accro. Si je lui demande des Ausweis pour ceux que nous voulons exfiltrer, il me les accordera, j'en suis certaine. Si j'ai du nouveau, je vous le dirai. Mais il ne ramène généralement pas grand-chose dans son appartement. Laisse un peu de temps passer avant de fouiller de nouveau dans ses petites affaires. Tu ne dois pas te faire repérer, aimé Félix. Il prêche une convaincue. Mais ce que je ne veux surtout pas, c'est que Friedrich soit inquiété. Je ne pense pas que la résistance subtilise au nez à la barbe des Allemands toutes les œuvres listées qui se trouvent encore dans nos musées. Mon amant risque autant que moi. Il serait soupçonné de trahison et sans doute fusillé. Ne t'inquiète pas, Félix, je ne le fais que lorsque son ordonnance s'absente, et je l'ai pu suffisamment pour qu'il dorme profondément. Eh bien, dis-moi, tu es devenue une vraie dévergondée, Victoire, susurre Gigi. Qui plus est, ça ne doit pas être désagréable avec un expert comme lui, hein? S'ils savaient tous que Friedrich me donne les informations de lui-même. Quant à l'endormir en faisant l'amour, c'est plutôt moi qui m'endors, car mon amant est doté d'une libido impressionnante. C'est avec impatience que je l'attends encore ce soir. Comme souvent, nous nous racontons notre journée. Il nous arrive parfois de nous lancer dans des débats sur des sujets variés. Ce soir, après le repas, alors que nous sommes déjà au lit, je lui fais part des propos de Gigi. « Elle a raison, dit-il d'un air taquin. Déjà, c'est vrai, je suis un expert et ensuite, toi, tu peux être très coquine, une véritable tentatrice. » J'attrape mon oreiller et lui en assène un coup pour le faire taire. En vain. « Tu es de plus en plus audacieuse, Schatz. Reconnais-le, » s'exclame-t-il hilar. Il me prend l'oreiller des mains, le balance de côté et m'immobilise les mains. Son corps au-dessus du mien, il se fraye un passage entre mes cuisses, tandis que ses rires cessent et qu'une lueur de désir allume son regard. Son visage près du mien, son souffle chaud sur ma peau. Son nez effleure le mien, à l'image de nos lèvres, puis ses mains viennent se placer sur mes hanches. Et soudain, je l'embrasse à pleine bouche. J'ai envie de sentir son corps contre le mien. Nos langues se lancent dans une danse endiablée. Mes doigts caressent sa nuque. La tension grimpe en flèche. Il caresse mes cuisses, puis effleure mes seins. Je tressaille sous son toucher léger et pourtant entreprenant. Son sexe dressé se frotte à mon intimité pendant qu'il couvre mon corps de baisers entrecoupés de soupirs de désir. Je suis envahie de violents frissons et un brasier ardent se propage dans mon bas-ventre. Sous l'effet de l'excitation grandissante, j'écarte les cuisses pour que ses lèvres en parcourent l'intérieur. Ses gestes érotiques alimentent l'incendie qui me dévore. Je glisse mes doigts dans ses cheveux pour l'inciter à revenir à la hauteur de mon visage. La lueur de désir dans ses iris s'est encore accrue. « J'ai envie de te sentir en moi, » lui susurrai-je. « Et moi, j'ai une envie folle de te sentir autour de moi. » Mes hanches ondulent contre lui. Je ne pense qu'à la passion qui me consume un peu plus à chaque seconde. Friedrich plonge son regard dans le mien et s'enfonce en moi avec douceur. Il commence ses va-et-vient d'abord lentement,
et nous gémissons à l'unisson. Puis il accélère le rythme, attentif à mon plaisir. J'oublie tout ce qui n'est pas nous. Une bulle de volupté nous enveloppe. J'atteins l'orgasme et il me suit de près, répandant son sperme en moi, dans un grognement au creux de mon cou, ses doigts accrochés à mes hanches. Il s'abandonne en moi. Enfin, il se retire et couvre mon corps en sueur de baisers. Il roule sur le côté et je me serre haletante, mes seins plaqués contre son torse. J'aime cet homme. Peu m'importe qu'il soit allemand. Ma vie désormais, c'est avec lui, personne d'autre, que je veux la vivre.